Bonjour, c'est Christophe, votre coach en leadership holistique, et aujourd'hui j'aimerais parler d'un livre, un autre livre qui a changé ma vie après avoir parlé de Chevalier à l'armure rouillée. Donc ça, je vous réfère à mon épisode 0. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre vraiment extraordinaire. Le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Alors Lise Bourbeau, c'est une psychologue québécoise qui a fait beaucoup de recherches et d'études et qui a proposé un modèle avec les limites que ce que ça peut avoir, parce que c'est un modèle, mais qui est très pratico-pratique quand même. Ça, c'est le côté québécois, je pense, de la chose, qui révèle les 5 blessures émotionnelles que nous avons tous en nous, à plus ou moins divers degrés, et que nous avons en fait reçues dans la petite enfance, entre 0 et 7 ans. Donc ce sont des blessures qui sont liées à nos parents. Et là l'idée, c'est pas de mettre la faute sur des parents, mais parce que si vous êtes parent, vous savez ce que c'est. On fait ce qu'on peut. Donc l'idée, c'est pas de mettre la faute sur les parents, mais c'est de faire le lien pour pouvoir identifier d'où viennent ces fameuses blessures entre le papa ou la maman. Ce sont des blessures très profondes, donc qui se créent, comme je disais, à la petite enfance, et qui vont créer des masques pour cacher, pour surmonter, pour ne pas révéler ces blessures qui sont tellement profondes, imbriquées en soi. Alors Lise Bourbeau, dans son livre, elle parle aussi des caractéristiques physiques liées à ces blessures. Je suis pas très fan, parce que nos sociétés évoluent, il y a plein de raisons d'avoir des morphologies type obésité qui sont pas liées du tout à nos blessures, mais qui sont liées à notre mode de vie. Donc je voudrais pas rentrer dans les caractéristiques physiques en lien aux blessures, même si je pense qu'il y a des effets forcément sur notre corps. Mais l'idée là, c'est plutôt de vous faire un état des lieux des 5 blessures, et puis après chaque épisode de cette semaine rentrera plus dans les détails d'une blessure en particulier. Donc juste pour vous faire un overview, alors juste pour donner un peu de contexte, dans la petite enfance, le bébé, quand il naît, jusqu'à quelques mois, voire 1 an, jusqu'à ce qu'il apprenne à dire le fameux non, le bébé il est spontané, quoi. Il agit comme il est de manière naturelle. Et puis il est soumis à des interdictions, à une certaine répression. Alors n'allons pas trop loin, hein. Les parents donnent un cadre et lui interdisent de faire des choses, souvent pour le protéger, et donc peuvent être amenés à punir l'enfant. Et ça va créer chez l'enfant de la douleur, ça va créer de la révolte et de la colère, et des crises qu'on a tous connues quand on était enfant. Et du coup, pour pouvoir continuer à vivre dans le contexte qu'on nous impose en tant qu'enfant, on va créer des masques. Des masques qui sont en lien direct avec ces 5 fameuses blessures. Alors quelles sont-elles, ces 5 fameuses blessures? On a la première blessure, alors il n'y a pas d'ordre, hein. C'est juste indicatif. Donc là, on a la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle arrive en général entre 2 et 4 ans. C'est que la blessure de trahison, c'est qu'on a menti à l'enfant que j'étais. On n'a pas répondu à mes attentes, on a trahi ma confiance, on s'est servi de moi. Et c'est en lien avec le parent du sexe opposé. Et encore une fois, on n'est pas en train de chercher des fautifs, hein. Et la réaction de la blessure de trahison, disons que le masque qu'on va adopter quand on a la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. On va aimer se sentir spécial, on va aimer contrôler les autres. On va être très impatient et on va être porté à manipuler les autres, mais ça fait aussi fuir l'engagement. Voilà, donc ça c'est une overview très rapide de la blessure de trahison. La deuxième blessure dont je voudrais vous parler, c'est la blessure du rejet. Donc là, c'est plutôt en lien avec le parent du même sexe. C'est dès la naissance, dès la conception, l'enfant que j'étais ne s'est pas senti vraiment accueilli, accepté, désiré ou choyé ou aimé. Et le masque qu'on adopte, c'est le masque du fuyant. Donc on va être perfectionniste, idéaliste, on va douter de sa propre valeur, on va croire ne pas avoir le droit d'exister, on est dans le syndrome de l'imposteur en plein, on fuit la réalité, on s'isole du monde, on va se créer une personnalité qui a absolument aucun rapport avec sa vraie personnalité profonde. Ensuite, on a la blessure d'abandon.
Donc là, c'est en lien avec le parent du sexe opposé et ça se passe entre 0 et 3 ans. L'enfant que j'étais ne s'est pas senti soutenu, écouté, ni même entouré sur le plan affectif. Donc le masque qu'on va adopter, c'est le masque du dépendant. On va redouter la solitude, on va avoir horreur d'être seul, on va avoir énormément d'amis, entre guillemets, on va exister à travers les autres, on fait tout pour attirer leur attention et leur soutien. Donc là, c'est les rois des réseaux sociaux, comme exemple. Ensuite, la blessure d'humiliation. Donc là, c'est peut-être les deux parents, l'un ou l'autre, qui vont avoir une tendance à être castrateurs. Donc ça se produit entre 1 et 3 ans. Donc l'enfant s'est senti brimé dans son envie et sa liberté d'éprouver le plaisir physique. Il va adopter le masque du masochiste. C'est quelqu'un qui va être sensuel mais soumis. Il va chercher le plaisir mais va le redouter. Il va se sacrifier pour les autres de peur de se sentir indigne. Et enfin, la dernière blessure, la blessure d'injustice. Là, c'est en lien avec le parent du même sexe. Ça arrive plutôt entre 4 et 6 ans, donc un petit peu plus tard dans l'enfance. C'est l'insensibilité, la froideur de mon parent de même sexe, du coup, qui a freiné le développement de mon individualité. Et donc, le masque que je vais adopter par rapport à cette blessure, c'est le masque de la personne rigide, qui est très exigeante envers soi-même et les autres, va passer pour froid et insensible, va être extrêmement perfectionniste. Il va avoir un optimisme mais de surface qui va cacher la peur de ne pas mériter l'amour. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que ces 5 blessures, on les a toutes à divers niveaux. On en a en général au moins une, ça c'est sûr, 2, voire 3 dans certains cas. Principal et pour être un bon leader holistique, il est important de bien se connaître soi et puis il est important de bien interpréter ou comprendre le comportement des autres, de ses collaborateurs, mais aussi de sa famille, de ses proches, de ses enfants. Et alors l'idée c'est pas de mettre les gens dans des cases. Ah oui, lui il est comme ça, c'est un mec super rigide, donc forcément il a la blessure d'injustice. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on porte plusieurs blessures et plusieurs masques qui peuvent être qui peuvent interagir les uns avec les autres. Donc l'idée c'est pas de mettre les gens dans des boîtes ou dans des voilà, c'est vraiment pas l'idée parce que ça j'aime pas trop ça. Par contre, savoir que ça existe, que pendant notre petite enfance, on a tous été soumis à un certain nombre de blessures qu'on porte en nous et les masques que ça occasionne, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est la première phase de guérison, c'est de pouvoir identifier. Alors je vais pas vous donner toutes les techniques pour identifier. Il y a des tests qui existent en ligne. Bon, après, je pense que c'est des choses qu'on peut ressentir soi-même assez facilement. Et comme je le disais, on les porte tous, toutes ces blessures. Donc, je pense qu'il faut faire la technique de l'oignon, c'est-à-dire qu'on prend la première qui nous vient, qui nous paraisse évident. Car moi, j'ai plutôt cette tendance à être comme ça. Et puis, on va travailler sur cette première. Et puis, quand on a bien travaillé sur cette première, qu'on élimine vraiment jamais à 100%, je pense, mais en tout cas quand on a éliminé les 80%, on s'attaque à la deuxième, celle qui ressort le plus ensuite. Donc ça serait plutôt mon conseil par rapport à ces blessures. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le détail d'une des 5 blessures, et puis demain, on continuera avec les autres pour voir un peu qu'est-ce qui caractérise un petit peu plus en détail ces blessures, et puis comment on peut travailler dessus. Alors je voudrais parler aujourd'hui de la blessure d'humiliation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la blessure d'humiliation, ça vient de l'un ou des deux parents qui ont des tendances castrateurs. C'est difficile à dire. Donc, c'est quelqu'un qui est le masque du masochiste. Donc, il est quelqu'un qui est humilié, qui n'a pas été encouragé dans son enfance, qui se sent sale, souvent on dit mais t'es un vrai petit cochon, tu manges salement. C'est beaucoup en rapport avec la façon dont on se comporte, par exemple de la nourriture. Quelqu'un qui mange salement, qui se tâche, on lui dit tout le temps mais qu'est-ce que t'es sale, t'es vraiment un cochon. Voilà, ça c'est quelque chose d'humiliant. Il va se dénigrer en permanence. Il va utiliser, alors c'est quelqu'un qui va utiliser l'humour pour soit se dénigrer, soit dénigrer les autres. Il va cacher une certaine honte de son corps, honte de sa relation à la nourriture par exemple, honte de ses relations sexuelles avec des besoins il va trouver que c'est honteux par rapport à la norme entre guillemets. Il va parler mal de lui-même ou d'elle-même. Il va se sentir toujours mal jugé par les autres. Donc sa réaction c'est je veux me faire bien voir du reste du monde. Donc il a besoin de se sacrifier. Il a la peur de se sentir indigne. Il a la peur d'être libre en fait.
En gros, c'est ça. Il a besoin de faire passer les besoins des autres devant soi. Alors, beaucoup de blessures, c'est pas la seule qui implique ce type de comportement, mais celui-là, il est particulier dans le sens où c'est toujours les besoins des autres qui comptent. Et c'est vraiment dans l'idée de la peur d'être libre. Il va toujours trouver des excuses aux autres quand on est humilié, en fait. Je prends un exemple un truc assez classique en ce moment parce qu'on en parle beaucoup avec MeToo. Une femme qui est maltraitée par son mari va lui trouver des excuses. Elle va dire oui, bon, c'est pas de sa faute, il a une vie difficile, etc. Et donc elle va lui trouver des excuses qui sont inexcusables du point de vue de l'extérieur. Et donc cette femme, elle va avoir cette fameuse blessure de l'humiliation et porter le masque du masochiste. Elle va accepter d'être brimée, humiliée, physiquement et psychologiquement. Les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques sont souvent dans cette blessure aussi, parce que elles trouvent des excuses au comportement totalement inacceptable du conjoint ou de la conjointe. Moi, je peux en parler parce que ça, c'est un masque que je portais. Je n'arrive pas à identifier le côté castrateur de mes parents, mais peu importe. Ma maman était assez mère poule, donc je pense que ça on peut faire le lien entre le côté parents très qui couvent beaucoup. Un exemple très simple, c'est que j'ai été à l'école qu'à partir de l'âge de 4 ans, parce que ma maman voulait absolument me garder avec elle. Donc voilà, ça peut faire partie de ces choses-là. Et l'idée c'est que la blessure d'humiliation, comme moi elle se caractérisait, c'est que j'ai utilisé beaucoup l'humour. Dans mon monologue intérieur, je ne me faisais pas que des compliments, et j'en suis pas encore au top par rapport à ça. Mais voilà, on peut être très difficile avec soi-même, très exigeant, on peut s'insulter, on peut vraiment mal se parler à soi, se regarder vraiment avec un regard extrêmement critique et presque injuste, humiliant pour le coup. Le côté sacrifice pour les autres, alors ça j'ai fait ça toute ma vie, c'est-à-dire que comme je le racontais dans mon épisode 0, je suis arrivé à l'âge de 40 ans à peser plus de 100 kilos parce que je ne trouvais j'avais aucune activité qui m'était propre. Je passais mon temps à soit travailler, soit à m'occuper de la famille, mais je n'avais pas de plaisir personnel, pas d'activité personnelle, rien parce que je trouvais que je ne le méritais pas. Je pense que on en était là. Et puis le côté humour, utiliser l'humour, soit pour se dénigrer, soit pour dénigrer les autres. Ça, je sais que je l'ai utilisé. D'ailleurs, ma compagne me l'a fait remarquer il y a pas très longtemps, en me disant que parfois, sous couvert d'humour, de remarques humoristiques, je pouvais être très cassant, voire très blessant, donc j'imagine très humiliant. Et c'est ma façon, en effet, des fois de faire passer mes petits messages, en pensant qu'avec l'humour, ça fait pas de mal. Puis en fait, ça fait beaucoup de mal, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose maintenant que j'ai intégré, que j'ai compris, mais voilà, c'est en lien, c'est des attitudes qu'on peut avoir avec ses conjoints, avec ses collaborateurs. Ça, je sais que j'ai beaucoup utilisé avec les collaborateurs, l'humour blessant. C'est-à-dire qu'on va faire une remarque à une personne sous couvert de l'humour, on va lui faire passer un petit message pour dire écoute, voilà, ça me plaît pas, quoi. Alors, on en vient aux 3 conseils que je pourrais donner pour travailler sur cette blessure d'humiliation et essayer de dissoudre ce masque du masochiste. C'est justement le premier, c'est de bien identifier avec soi-même. Là, c'est un travail sur soi. Si l'humour que vous utilisez, c'est bien de l'humour, ou si c'est du manque de respect. Et souvent, c'est du manque de respect. Donc, essayez de faire la différence entre j'utilise l'humour de temps en temps, on peut être un petit peu acide ou piquant, on a le droit d'utiliser l'humour pour ça, mais parce que c'est juste pour de l'humour et que c'est pas pour du manque de respect, ou si c'est un humour répétitif, des choses dégradantes ou humiliantes qui sont de l'irrespect. Donc attention aux blagues piquantes, avec soit ses amis, ses collaborateurs, sa conjointe ou son conjoint, ses enfants. Alors là, je pense que ça c'est aussi extrêmement important. Utilisez l'humour vraiment avec précaution et faites bien la différence quand vous utilisez l'humour. Est-ce que c'est un humour? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que j'ai envie de faire rire? Ou c'est un message un peu caché que je veux faire passer, histoire de piquer l'autre? Et puis là, on est plus dans l'irrespect. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de se mettre un petit peu en valeur, parce qu'on a un peu la honte
On est un peu honteux de son corps, on a tendance à se cacher, à s'habiller de manière très vous savez, un peu large. Pour les femmes, par exemple, elles veulent pas montrer leur forme. Pour les hommes, ça va être un jean un peu large, pas très bien habillé. Voilà, on va pas porter de costume, choses comme ça. Donc c'est se mettre en valeur par rapport aux vêtements qu'on porte, c'est se mettre en valeur par rapport à l'expression qu'on utilise, hein, pas parler, pas mal parler, pas être vulgaire. C'est aussi montrer du respect pour soi-même, pas juste pour les autres. Et c'est donc montrer toute cette forme de respect. Commencer par se respecter soi, en se faisant, voilà, en prenant soin de soi, en prenant du temps pour soi. Moi, j'adore, je vous l'ai déjà dit, aller marcher dans la nature, mais j'adore aussi, j'adore l'eau, donc j'adore aller dans les bains, comme on dit en Suisse, donc aller dans les bains thermaux, prendre soin de moi, parce que je trouve que c'est un moment où je prends vraiment soin de moi. Voilà, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, ne pas avoir honte de se faire plaisir. Et puis le troisième conseil, c'est oser être soi finalement. C'est-à-dire oser demander. Typiquement, moi c'est des choses que j'avais beaucoup de mal dans le passé. Demander à quelqu'un sa route quand on est perdu. Ça c'est un truc très masculin. C'est en lien avec cette blessure de l'humiliation parce que on n'ose pas demander, on veut pas déranger. On se sacrifie, on dit je vais trouver tout seul de toute façon. Il n'y a pas que ça, mais c'est en partie ça. C'est oser être soi, et oser dire non. Ne pas toujours dire oui sans réfléchir, puis après se dire ouais mais finalement ça m'arrange pas trop, ça m'embête, je dois me sacrifier. Ok, alors son ego et bien sûr l'ego est là derrière, puisque faire plaisir à quelqu'un, c'est montrer que on a de la valeur. On dit voilà, je suis là, je vais rendre service, je vais me sacrifier pour la personne. C'est ça être un bon ami. Mais il y a des moments où on peut pas. Il y a des moments où on peut pas, il y a des moments où on a besoin de se recentrer sur soi et on peut pas toujours être présent. Et puis il faut être capable de le dire. Écoute, j'aurais bien aimé venir ce soir t'aider. Je vois que t'es pas bien, mais je suis désolé, mais là moi je peux pas. J'ai d'autres engagements, ouais, je ne peux pas tout sacrifier pour toi. Donc c'est les 3 conseils que je donnerais par rapport à cette blessure d'humiliation. Outre le fait déjà de l'identifier, qui est peut-être le niveau 0, c'est de comprendre qu'on a cette blessure, et tout le monde ne l'a pas forcément, ou alors on l'a à un degré moindre. Donc si c'est pas votre première blessure qui ressort en premier, il faut pas non plus travailler dessus de manière trop intempestive et se précipiter là-dessus. Mais aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter les 5 blessures et de détailler une blessure en particulier qui était pour moi une blessure importante, la blessure d'humiliation, et les trois petites actions qu'on peut mettre en place. Donc je rappelle, travailler sur son humour, se mettre en valeur et oser être soi. La blessure d'injustice est une blessure qui arrive entre 4 et 6 ans dans la petite enfance, et elle est souvent, ou elle est en tout cas provoquée par le parent du même sexe. Donc si vous êtes un homme, c'est par votre père, si vous êtes une femme, c'est par votre mère. C'est lié à un manque de reconnaissance dans la petite enfance, donc on développe cette attitude de l'injustice, on adopte le masque de la rigidité. Donc c'est quelqu'un qui va être froid, rigide, qui va être très perfectionniste, qui va être toujours dans les détails, qui va toujours trouver la faute, le manque de virgule, le point virgule qui va pas, le point qui va pas, l'accent qui manque. C'est quelqu'un qui reprend en général, qui rectifie les autres, qui reprend les autres. J'aime bien avoir le dernier mot, qui est très dur envers les autres, mais qui est encore plus dur envers soi-même. Le masque qu'on va adopter suite à cette blessure d'injustice, c'est le masque de la personne rigide. C'est parce que on se sent accusé à tort en permanence. On prend tout personnellement finalement. On va se vexer, on va tout prendre, tout ce qui va se passer, tout ce qui va vous arriver dans votre vie, vous êtes en mode victime. C'est, pour ceux qui connaissent, qui ont mon âge, c'est le Calimero, d'accord? C'est le petit poussin avec la coquille sur la tête qui est toujours à dire c'est trop injuste, c'est vraiment trop injuste. C'est la victime. C'est quelqu'un qui est très dur avec soi-même, qui est très exigeant, qui est très perfectionniste, comme je l'ai dit, qui est très impatient, donc il ne supporte pas que les personnes, les collaborateurs ne travaillent pas assez vite ou aussi vite que pourraient le faire. Donc ce sont si on parle du manager, ou si on parle de collaborateur ou d'amis ou même de quelqu'un de la famille, ce sont des personnes qui n'écoutent pas leurs limites et qui vont sombrer dans le burn-out.
Alors je peux témoigner parce que moi j'ai porté cette blessure pendant longtemps. Ça fait partie de mes 3 blessures principales, on va dire, puisque j'ai fait un burn-out il y a quelques années. Et en effet, pendant 50 ans, on va dire 30 ans de carrière professionnelle, je vais pas parler de mon enfance, mais pendant 30 ans de carrière professionnelle et de vie d'adulte, voilà. Pendant 30 ans de vie d'adulte, j'ai toujours mis en priorité le besoin des autres, que ce soit de mes collaborateurs, de ma hiérarchie, de ma famille ou de mes amis. Et du coup, on s'écoute pas, et non seulement on s'écoute pas, mais on n'écoute pas les signes de son corps. Et c'est ça dont je veux témoigner aujourd'hui, c'est que il y a 3 ans maintenant, j'étais dans une période très difficile au niveau professionnel, très fatigué, très stressé, surmenage, je me sentais plus à ma place, mais je ne voulais pas lâcher mon équipe parce que je voulais leur être fidèle et puis parce que j'y avais quand même de la reconnaissance de leur part, en tout cas d'une grande partie de l'équipe. Et c'est mon corps qui a cédé. J'ai fait cet accident de ski, je me suis rompu les ligaments croisés et clairement j'étais pas en état de skier. Je suis quand même allé skier pour passer du bon temps avec les enfants. Et j'ai fait cet accident et du coup immobilisé 6 mois, etc. Et je suis sombré et c'était clairement la continuité de mon burn-out professionnel. Donc mon corps a décidé de m'arrêter net. Vraiment l'image, je suis rentré dans un mur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai bien été obligé de revoir mes priorités professionnelles puisque mon corps m'avait dit qu'il fallait s'arrêter, qu'il fallait se reposer. Donc voilà, donc on peut aller jusqu'à ces extrémités-là. Donc si vous avez déjà fait un burn-out, c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, si vous identifiez certains traits de votre caractère, cette capacité à ne pas voir, à ne pas s'écouter, à toujours repousser ses limites pour pouvoir faire plaisir aux autres, c'est que probablement vous avez la blessure d'injustice. Donc la première des choses, on n'écoute pas son corps. On est déconnecté de ses émotions. On est envieux, on se compare aux autres, on a toujours l'impression que les autres ont plus de chance que nous. On a toujours l'impression d'avoir moins que les autres. Et ce qui est contradictoire, c'est que non seulement on a l'impression de toujours avoir moins que les autres, mais quand la vie nous offre quelque chose, on a l'impression qu'on ne le mérite pas. Donc c'est vraiment contradictoire. Hein. Si vous pensez, le jour où la chance tourne de votre côté, vous trouvez pas ça normal. Enfin, vous vous dites c'est pas normal, il va me tomber quelque chose sur la tête. Je ne mérite pas d'être chanceux, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas ces choses-là. Donc on a vraiment ces 2 aspects en fait, interne et externe. On se sent coupable de se faire du bien, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas et moi je ne l'ai pas fait pendant 50 ans. Se faire du bien, c'était pas normal pour moi. J'avais une certaine culpabilité par rapport à ça, hein, ce qui évidemment a bien changé depuis quelques années. Et puis un autre état de fait aussi, c'est intéressant, c'est que on ne demande pas d'aide. Puisque de toute façon, on pense ne pas en avoir besoin, on pense toujours qu'on peut se débrouiller tout seul. Donc voilà, j'espère que c'est des petites choses qui vont vous titiller un petit peu si vous avez ces tendances. Et souvent, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de froid ou de distant, vous pensez même être quelqu'un de chaleureux. D'ailleurs, c'est votre ego qui vous manipule pour vous faire croire que vous n'avez pas cette blessure et qui vous fait penser que vous êtes quelqu'un de chaleureux et que c'est les autres qui sont froids envers vous. Mais si les autres sont froids envers vous, si les autres sont distants envers vous, c'est un effet miroir, c'est parce que vous êtes comme ça en fait. Donc c'est vraiment intéressant, hein. Posez-vous 5 minutes, réfléchissez. Est-ce que dans votre entourage, ou est-ce vous avez l'impression que les gens sont pas toujours très chaleureux avec vous, pas toujours très sympas? Demandez-vous d'où ça vient. En général, c'est vous qui en êtes la cause. Donc ça, c'est vraiment une production de l'ego, et l'ego vous fait croire aussi que vous vivez une vie sans problème. Vous avez tendance, d'ailleurs, alors ça c'est le côté un peu noir des réseaux sociaux, c'est qu'on va poster que des choses jolies. Bon, souvent les réseaux sociaux sont faits pour ça, mais en tout cas, on va vouloir poster que des choses jolies, que des belles choses, que des voyages, que des trucs extraordinaires que vous faites, pour vous convaincre vous-même que vous avez une vie magnifique et merveilleuse, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est aussi un des travers de votre ego si vous avez cette blessure d'injustice. Alors, maintenant, quand on a identifié qu'on a cette blessure, qu'elle est plus ou moins profonde, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors je vous propose trois exercices encore une fois. Le premier, c'est de vous donner un peu de douceur, c'est-à-dire qu'il faut pas vous dire, attendez, ouais, j'ai identifié que j'ai la blessure d'injustice, maintenant il faut que je règle ça vite fait bien fait parce que c'est juste pas possible, voilà. Il faut y aller mollo, il faut vous traiter avec douceur, il faut vous parler à vous-même, il faut que votre monologue intérieur soit bienveillant. Il faut accepter que ça prenne du temps. C'est déjà identifier, comme je dis toujours, identifier ses blessures, et celle-là en particulier, c'est déjà faire un premier pas. C'est traiter sa blessure avec douceur, faire preuve d'empathie avec vous-même, accepter que ça va être difficile et que c'est difficile, et puis vous encourager. Donc ça, c'est le premier point que je vous conseille fortement. Le deuxième, c'est de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, mais que vous ne faites pas, dans lequel vous ne vous lancez pas, je vais y arriver, parce que vous voulez toujours que ce soit parfait. Voilà, je sais pas, vous avez envie de faire de la peinture, mais vous vous dites d'abord qu'il faut que je prenne des cours, et puis vous prenez jamais les cours et vous vous lancez jamais dans la peinture ou dans le dessin, ou alors vous voulez écrire et puis vous vous dites que vous n'êtes pas bon et qu'il faut, il va falloir vous entraîner, il va falloir prendre des cours, etc. C'est souvent ça. On veut se former d'abord avant de pouvoir se lancer dans une activité. Et en fait, c'est juste une excuse pour ne pas se lancer, ne pas faire. Donc, lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît. Alors moi j'encourage les activités artistiques parce que vraiment j'en ai parlé dans plein d'autres podcasts. L'art doit faire partie de votre vie. En tout cas pour moi c'est vital. Donc lancez-vous dans une activité artistique sans vous préparer. Vous voulez dessiner, vous prenez des papiers, des crayons, vous commencez à dessiner chez vous. Ça sera pas parfait, mais peu importe. Vous commencez à pratiquer. Vous voulez écrire, commencez à écrire tous les jours. Moi, j'ai commencé à faire mes petits poèmes japonais haïku tout seul dans mon coin. J'ai pris un petit cours de 2 heures d'initiation et that's it, quoi. On y va, on se lance. Donc, faites quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui ne sera pas parfait, mais vous allez pouvoir progresser. Vous allez pouvoir vous améliorer. La peinture, l'écriture, la photo, un sport, quel que soit le sport. On n'est pas obligé d'être bon, hein. La cuisine, j'en sais rien. Enfin, peu importe. Quelque chose qui va vous faire du bien et sur lequel vous allez accepter de ne pas être parfait. Et puis le troisième, c'est de travailler sur son saboteur interne. Alors là, ça c'est un peu plus difficile. On a ce fameux monologue intérieur et quand on a le masque de la rigidité, on est très très dur avec soi-même. On vraiment se parle très mal. Donc si vous avez cette tendance à vous autocritiquer, à chaque fois que vous vous autocritiquez, pour compenser cela, il faut vous octroyer 3 compliments. 3 compliments pour une critique. Alors ça, c'est la loi de Losada. Le principe de Losada, par contre, qui est un scientifique, qui a démontré que pour chaque effet négatif, chaque chose négative, on peut les compenser en vivant 3 choses positives. Donc si vous critiquez, je suis nul aujourd'hui, j'ai encore raté, c'est pitoyable, voilà. Vous faites un constat d'échec, et vous avez ce réflexe parce que vous avez encore ce sentiment d'injustice, vous avez ce réflexe d'être dur avec vous-même. Tout de suite, vous l'identifiez, et pour contrecarrer cela, il faut vous faire 3 compliments, il faut trouver 3 choses positives par rapport à vous-même. Et vous verrez que avec le temps, déjà vous allez identifier ce monologue intérieur, ce saboteur interne, vous allez commencer par le rendre plus faible jusqu'à l'éliminer. Donc se focaliser sur les choses positives dans votre vie pour rééquilibrer ce fameux saboteur interne. La blessure du rejet. Alors personnellement, c'est une blessure que j'ai eu très peu. Donc, comme je vous l'avais dit dans le premier podcast consacré à cette série, on a tous les 5 blessures avec différents niveaux. Bon, probablement que la blessure du rejet était pour moi l'une des blessures les plus faibles. Bon, par contre, je connais quelqu'un de très proche qui avait cette blessure, qui a toujours un peu d'ailleurs, très très fortement. Donc, je peux, sans la nommer, en tout cas, elle se reconnaîtra. Je peux témoigner de quelques exemples de notre vie et des impacts de la blessure du rejet. Donc la blessure du rejet, je rappelle, c'est en lien avec le parent de même sexe. Donc si vous êtes un homme, c'est en lien avec votre papa. Et si vous êtes une femme, c'est en lien avec votre maman. Et elle survient dans l'âge de 0 à 1 an. Donc vraiment le tout début de votre vie. Donc ce qui caractérise cette blessure, c'est le masque du fuyant. Donc on fuit. Alors aussi bien
physiquement que mentalement. Si vous êtes dans une soirée avec des amis et puis que vous avez cette blessure du rejet et qu'on la provoque d'une manière ou d'une autre, votre premier réflexe, ça va être soit de vous lever, de sortir de table et de partir, ce qui peut être évidemment très déstabilisant pour les amis, soit de vous réfugier dans vos pensées, de partir dans votre imaginaire, de pas du tout écouter ce qui se dit ou de suivre la conversation parce que ça vous convient pas et ça provoque chez vous un certain malaise. Donc on porte le masque du fuyant et puis là où on est très fort quand on a cette blessure et ce masque, c'est qu'on se fait des films. On devrait être cinéaste. J'imagine que tous les réalisateurs ou les écrivains ont cette blessure quelque part forte chez eux. On se fait des films à partir d'un tout petit élément. C'est-à-dire qu'on va broder, on va imaginer un élément, toute une histoire autour de l'élément pour justifier à la fin de ne pas faire la chose que vous auriez pu faire. Alors je peux prendre deux exemples. Par exemple, dans le cadre professionnel, on va vous parler d'un projet, on va demander si vous voulez participer à un projet ou qu'est-ce que vous en pensez. Et puis vous allez imaginer tous les scénarios possibles. Et puis si tous les scénarios possibles font que, selon vous, selon vos critères, le projet ne peut pas être une réussite, ou en tout cas, il va vous poser des problèmes dans le futur, vous allez refuser le projet. Alors vous n'avez même pas essayé, vous n'avez pas discuté avec les autres, c'est vraiment votre imaginaire, votre cerveau qui va vous faire imaginer des choses et du coup, pour éviter de l'échec, pour éviter de se sentir rejeté à cause de l'échec, vous allez refuser le projet. Dans votre vie personnelle, c'est un peu la même chose. Imaginez-vous que vous êtes à la table, à la terrasse d'un café, alors si vous êtes un homme, par exemple, vous voyez une jolie femme. Et puis vous vous dites tiens, j'irais bien l'aborder. Puis vous l'observez, puis vous regardez un petit peu, puis il y a un petit détail qui fait que vous allez broder toute une histoire autour de alors si un jour on se rencontre, voilà ce que ça va faire, on va vous imaginer plein de choses avec cette femme et puis évidemment votre cerveau un peu tordu si on peut dire ça, va imaginer les pires situations qui fait que plutôt que d'être rejeté en fin de compte, vous allez même pas vous lever pour aborder cette femme. Vous allez même pas aller passer à l'action. Donc en fait, vous imaginez des choses. Vous imaginez des choses qui vont toujours finir mal. Et pour éviter d'être rejeté, vous n'allez donc pas agir. Donc vous allez fuir, vous allez même faire de l'auto-sabotage pour éviter d'être blessé par peur du rejet. Si tant est que vous êtes dans une relation amoureuse, par exemple, ou une relation amicale, vous restez très en surface. Et puis si jamais la personne qui est soit votre ami ou votre amour a besoin d'une relation plus profonde et que ça vous gêne, vous allez faire du sabotage. Vous allez saboter la relation. Vous allez imaginer plein de choses pour éviter d'aller en profondeur et vous allez fuir la relation. Pour vous, le oui mais, ça veut dire non. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous dit oui mais, et puis parce que la personne a envie d'argumenter, a envie de discuter avec vous, vous allez tout de suite imaginer que la personne elle est contre vous, qu'elle vous dit non en fait, qu'elle pense non alors que c'est pas le cas du tout. Et puis du coup, vous allez croire que vous allez être rejeté. Donc vraiment c'est un masque, le masque du fuyant, cette blessure du rejet, c'est je me rejette moi-même, je rejette les autres et je me sens rejeté par les autres. On a le triangle un peu infernal là. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui a un gros manque d'estime de soi, qui pense ne pas avoir de valeur, qui est même imperméable aux compliments. C'est-à-dire que si on a des amis proches qui vous font des compliments, vous écoutez ça, ouais, mais en fait ça rentre pas. Ça rentre pas parce que vous pouvez pas accepter les compliments. Et de même que vous n'acceptez pas le conseil des autres. C'est vraiment le rejet de soi. On peut pas vous donner de conseils, c'est pas possible. On peut pas vous vouloir du bien, vous n'en valez pas la peine. Et puis vous avez une peur. La peur panique de l'angoisse. Donc ce qui amène à rejeter l'amour par peur de souffrir. Ou alors vous allez vous mettre en couple avec des personnes qui vont pas correspondre à vos attentes, à votre besoin, ou qui vont être complètement dépendants de vous. Vous allez vous mettre dans une situation où les personnes deviennent dépendantes de vous, ou en tout cas elles n'apporteront jamais l'amour profond que vous pourriez mériter, et donc c'est plus facile pour vous de les rejeter. Vous allez vous mettre dans une situation où ça va être plus simple pour vous de rejeter l'autre. Et puis vous allez enchaîner comme ça des relations. Donc si dans votre vie vous faites le constat que vous quittez régulièrement les personnes avec qui vous êtes, posez-vous la question déjà du profil des personnes que vous recherchez, et puis pourquoi vous les quittez.
Hein, c'est quoi la peur derrière? Et c'est souvent cette peur du rejet, la peur de souffrir et la peur de faire souffrir. D'accord? On ne veut pas souffrir, mais on ne veut pas faire souffrir l'autre non plus. C'est pas quelqu'un qui est méchant, hein, en soi. Hein. Ces masques-là du fiant, c'est vraiment la peur de souffrir et la peur de faire souffrir. Donc on préfère s'effacer, on préfère s'oublier, on préfère disparaître. On préfère renforcer tout ce qui va justifier votre mauvaise ou votre faible estime de soi. Et puis l'ego, lui, il va vous faire croire que vous vous occupez bien des autres et que vous vous occupez bien de vous-même, alors que c'est pas le cas. D'accord? Donc dans votre tête, vous avez plein d'amis, vous êtes très entouré, mais que des relations superficielles. Que des personnes qui ne vous apportent rien, ou en tout cas vous les laissez pas. Alors soit vous avez fait des mauvais choix dans vos relations, et en plus, pour les cas où vous auriez fait des bons choix, vous ne les laissez pas aller en profondeur avec vous. Alors quels sont les trois petits exercices que je peux vous conseiller quand vous avez identifié que cette blessure était une de vos blessures, la blessure du rejet, que vous portez le masque du fuyant? Eh ben, c'est quand vous commencez à vous faire un film, à imaginer quelque chose, sachant que vous avez l'esprit très créatif, très imaginatif, c'est de vous arrêter au milieu du film et puis de vous dire, ok, là je suis en train de me faire un film. Je vais aller voir la personne, je vais m'assurer que je suis pas en train d'imaginer des choses, je vais lui poser des questions, je vais vérifier, je vais interagir avec les gens sur lesquels, au sujet desquels je me fais des films. Je vais vérifier mes suppositions. Je vais reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris, parce que souvent j'ai compris de travers. Je vérifie les hypothèses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. À partir du moment où on a identifié qu'on a cette blessure et qu'on a cette tendance à se faire des films, allez pas au bout du film. Arrêtez-vous tout de suite, dites-vous, attends, je suis en train de me faire un film. Vérifiez, allez parler avec les gens. Ne vivez pas dans votre imaginaire, vivez dans la vraie vie. Et puis, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de raisonner à l'inverse de ce que votre ego est en train de vous faire croire. Imaginez que la personne ne vous rejette pas, qu'est-ce que ça implique pour vous? C'est quoi les conséquences? C'est quoi? Regardez la situation sous un autre angle. Essayez de voir, ok, la personne, elle est pas en train de me rejeter. C'est moi qui imagine ça. Qu'est-ce qui va se passer si on me rejette pas? Ça va être quoi les bénéfices? Si vous allez peut-être regarder la vie sous un autre jour. Puis enfin, je dirais qu'en troisième conseil, c'est de vous faire passer en premier, de vous faire passer en priorité, de se faire passer en premier, de s'écouter et de s'affirmer, de poser des limites, d'arrêter de s'effacer. Parce que c'est la difficulté du fuyant, c'est qu'on s'efface. On se remet dans sa petite coquille, on va être invisible. Bah non, surtout pas maintenant. Il faut vous affirmer. Alors ça se fait petit à petit, il faut prendre confiance en soi, bien évidemment, mais posez vos limites. Sachez dire non. Et ne faites pas toujours plaisir aux autres. Arrêtez de demander, ah mais qu'est-ce qu'on fait chérie aujourd'hui? Est-ce que je sais pas quoi faire? Qu'est-ce que tu en penses? Attendre que les autres vous proposent des activités, mais proposez les activités que vous avez envie de faire, parce que la personne qui est avec vous, que ce soit vos amis ou votre amoureux ou votre amoureuse, elle va vous proposer quelque chose qui lui fait plaisir à elle ou à lui. Mais si ça vous fait pas plaisir à vous, si vous en avez pas envie, dites-le. Dites-le, ah non mais moi j'ai pas envie de ça, je préférerais ça. Affirmez-vous. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Rien du tout. Donc, arrêtez de vouloir toujours faire plaisir aux autres. Acceptez le désaccord, c'est pas très grave, c'est pas du rejet. Hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on vous rejette. Vous, on rejette juste, on n'est juste pas d'accord avec vous sur une idée, sur un concept, à un moment donné. Et puis, on peut changer d'avis. Acceptez aussi qu'on vous complimente. Acceptez qu'on dise du bien de vous. Acceptez les compliments, voilà. Et enfin, dernier conseil, arrêtez le monologue intérieur négatif. Arrêtez de vous culpabiliser pour tout. Arrêtez d'imaginer des choses qui ne vont jamais arriver. Vous n'allez pas aller en enfer parce que vous provoquez des situations qui vont peut-être être bénéfiques pour vous. Alors s'il vous plaît, arrêtez ce monologue intérieur, arrêtez d'écouter votre ego, arrêtez d'écouter votre cerveau et faites-vous plaisir, faites-vous passer en priorité. Nous allons aborder une blessure qui s'intitule la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, elle vous fait porter le masque du dépendant. Donc il y a comme pour toute blessure, il y a trois façons de ressentir cette blessure. On se sent abandonné, c'est-à-dire qu'on m'abandonne, on se sent que les autres vous abandonnent, on abandonne les autres et on s'abandonne soi-même.
On a toujours les 3 possibilités. En général, on fait les 3. Hein. Donc cette blessure, elle provoque le besoin de la présence du soutien des autres. On ne peut rien faire par soi-même, on a besoin de la validation des autres. Alors c'est une blessure d'autant plus importante que maintenant avec les réseaux sociaux et les likes, ça éveille, ça provoque cette blessure d'autant plus que on est à la recherche d'amour sur Internet et que c'est une activité qui va vous prendre beaucoup de temps et qui va renforcer cette blessure d'abandon. On a besoin de l'avis des autres, on a besoin de la validation des autres. On ne peut rien faire par soi-même. On est souvent très triste, mélancolique, voire plaintif pour attirer la compassion des autres, parce qu'on a besoin des autres pour pouvoir vivre. On est incapable, c'est très difficile de faire des choix, de prendre des décisions par soi-même. Donc c'est une blessure qui nous pousse à être fusionnel avec les autres. Alors c'est vraiment, là on peut aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire tomber dans la dépendance affective, alors de ses amis ou de son conjoint ou de sa conjointe, et donc ça va entraîner une relation amicale ou amoureuse toxique. Et souvent, on pense que c'est l'autre qui ne répond pas à notre besoin, à nos attentes et qui du coup nous abandonne, alors que c'est notre propre relation toxique qui va provoquer en fait la réaction de vos amis ou de votre conjoint, de votre conjointe, dans le sens où on va toujours avoir besoin de l'autre, on va être incapable de faire quelque chose par soi-même, donc toujours demander son avis, toujours besoin d'attention, toujours besoin de demander les choses, et on gère très mal le refus. Le refus est considéré comme « Ah, mais il ou elle m'abandonne, quoi ». Si, par exemple, vous appelez un ami le soir ou une amie le soir parce que vous avez envie de sortir boire un verre et puis que la personne vous dit en face « Écoute, ce soir c'est pas possible, je peux pas ou je suis fatigué », vous allez ressentir ça comme « Ah, mais elle veut plus me voir, quoi ». Et donc vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne parce que vous allez imaginer qu'elle vous abandonne, et plutôt que de subir cet abandon et de souffrir de cela, vous allez le provoquer vous-même. Donc la peur qui est sous-jacente à cela, c'est la peur de la solitude. On n'aime pas être seul, on ne sait pas être seul. D'ailleurs, on occupe sa solitude par le vide que ça provoque par du bruit. Hein. On a la télé qui est tout le temps allumée, on a la radio qui est tout le temps allumée. Si jamais on se retrouve seul, on est incapable de faire des activités seul. On appelle les amis, on a besoin d'être entouré. On ne sait pas, on ne conçoit pas la vie seule. C'est impossible d'être seul. La solitude va être ressentie comme un isolement. Donc l'ego va vous donner l'illusion d'être toujours occupé, donc d'avoir plein d'activités qui ne servent à rien finalement, hein, parce que vous pouvez passer votre vie devant Netflix si vous voulez pour pas vous sentir seul, mais justement parce que vous êtes incapable de faire des choses tout seul. On compense souvent par le travail, c'est-à-dire qu'on est hyper actif, et aussi par la nourriture. Alors, si vous faites partie de ces gens qui ont besoin de nourriture pour se sentir bien, vous avez probablement un problème de blessure d'abandon. Et puis, vous avez cette peur de souffrir, donc vous préférez abandonner les autres avant d'être abandonné. Ou alors, dans une relation amoureuse, typiquement, vous allez pratiquer ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc, vous allez, ce que je disais tout à l'heure, hein, rentrer dans cette relation toxique de dépendance affective et vous allez saboter la relation, ce qui va provoquer le départ de l'autre, parce qu'au bout d'un moment, c'est juste insupportable. Alors, je peux en témoigner parce que c'est aussi une de mes blessures qui a été assez forte pendant une période de ma vie courte finalement, parce que j'avais pas l'impression que je l'avais avant. Alors, disons que ça a été déclenché en tout cas par une relation amoureuse qui m'a mis dans une dépendance affective, ce que je n'avais jamais vécu avant finalement. Dépendance affective, c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais à cette époque était la seule qui pouvait m'apporter du bien-être et du bonheur. J'avais l'impression que tout autour de moi s'écroulait et que c'était une sorte de médicament en fait. Voilà, je la voyais comme un médicament de manière complètement inconsciente. Et évidemment, si cette personne, si ma compagne de l'époque n'était pas disponible ou ne pouvait pas prendre soin de moi, si elle ne pouvait pas être mon médecin, mon infirmière, je me sentais mal et du coup je faisais des crises. Donc j'étais vraiment rentré dans une relation toxique à mes dépens, sans bien évidemment le vouloir, et ça a été un long chemin après une rupture très douloureuse pour comprendre que la rupture finalement avait été provoquée par mon attitude, ma dépendance affective qui était en lien avec ma blessure de l'abandon. Donc ça c'est vraiment un long chemin
difficile, qui m'a plongé dans une profonde dépression pour pouvoir comprendre tous les schémas qu'il y avait derrière. C'est pas une blessure anodine. La blessure d'abandon et la blessure du rejet sont les deux blessures alors on a ou l'une ou l'autre, on n'a pas les deux. Et puis il faut un peu les différencier. Mais j'en parlerai juste après, justement, de ça. Pour en finir avec la blessure de l'abandon, l'ego vous fait croire que vous êtes indépendant. Il vous fait croire que vous êtes bien quand vous êtes seul. Alors quand vous êtes seul, remarquez ce que vous faites quand vous êtes seul. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Hein. Vous allez dans les centres commerciaux parce qu'il y a du monde. Vous allez au cinéma pour aller voir des films, mais pas tout seul. Vous êtes incapable d'aller marcher dans la nature ou de partir en méditation ou de faire une activité artistique seul, parce que vous ne supportez pas la solitude. Vous ressentez un vide, un profond vide intérieur, et ça vous met extrêmement mal à l'aise. Alors quels sont les 3 conseils que je pourrais vous donner si vous pensez avoir cette blessure, la blessure de l'abandon? Premièrement, c'est affronter cette fameuse peur du vide. Donc c'est de prendre du plaisir seul. Et je fais référence à un précédent podcast qui est les bienfaits de la marche en forêt. Allez marcher seul en forêt, dans la nature. Si vous vivez en montagne, prenez vos raquettes l'hiver, ou en été, prenez vos chaussures de marche, vos bâtons, et allez marcher seul. Partez en randonnée. Le plaisir de la marche en forêt sont innombrables. J'insiste, écoutez l'épisode que j'ai fait précédemment sur les bienfaits de la marche en forêt, entre autres. Forcez-vous. Donc ça, c'est les premières choses que je ferai. Et dans un deuxième temps, parce que ça, c'est quand même difficile, aller au restaurant seul. Alors ça, c'est vraiment un vrai challenge. Pour moi, c'était quelque chose de complètement impossible avant. Hein. Aller boire un coup tout seul dans un bar, se mettre en terrasse, se poser, prendre un livre, profiter du soleil, ou alors carrément aller manger, dîner au restaurant seul, avec le regard des autres, extrêmement difficile. Donc ça, c'est un vrai challenge. Quand vous arriverez à faire ça, vous serez pas très loin de la guérison. Le deuxième point que je pourrais vous conseiller, c'est de vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie. Parce que quand on a cette blessure, on a tendance à voir toujours le verre à moitié vide. On a cette fameuse mélancolie, cette fameuse tristesse qui est en nous. Donc, un exercice très simple que je recommande, tous les soirs, vous prenez votre petit carnet et vous notez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude ce jour-là. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui? Ça peut être j'ai passé un bon moment avec mes enfants, j'ai découvert un nouveau vin, j'ai une discussion passionnante avec un ami, j'ai été faire une marche dans la forêt. Voilà, les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, quelque chose qui vous a apporté de la positivité ce jour-là. Tous les soirs, faites cet exercice et vous verrez que vous allez habituer votre cerveau à voir le verre à moitié plein et arrêter de le voir à moitié vide. Puis enfin, le dernier conseil, qui est un conseil quasiment commun à toutes les blessures, c'est se prioriser. Faites-vous passer en premier. Arrêtez d'être en retrait et de laisser les autres gérer votre vie. Vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux. Vous pouvez être heureux seul. Et quand vous êtes heureux seul, vous pouvez être heureux avec quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas capable d'être heureux seul, alors vous ne pourrez jamais être heureux avec quelqu'un. Donc se prioriser. Et alors là, un petit conseil aussi, moi j'ai rien inventé, hein, le fameux concept de la bucket list. La bucket list en anglais, hein, c'est la liste de sauts, un saut. En fait, c'est la liste des choses que vous aimeriez faire avant de mourir. Je sais pas, c'est des voyages, c'est faire de la cuisine, c'est peindre un tableau, c'est écrire un livre, c'est aller découvrir l'Amérique ou aller faire une retraite spirituelle en Inde. Voilà, faites votre bucket list des choses les plus incroyables que vous aimeriez faire avant de mourir. Et puis chaque année, vous essayez d'en faire 2 ou 3. Ce qui est déjà beaucoup. Puis vous faites votre bilan au 31 décembre de l'année. Vous faites votre bilan, vous prenez votre bucket list, vous cochez ce qui a été fait, et puis vous rajoutez ce que vous aimeriez refaire. Alors c'est une liste qu'on ne finit jamais, hein, qui est un peu à l'infini, mais c'est bien d'y mettre un peu les choses un peu folles que vous aimeriez faire, parce que à un moment vous avez l'opportunité de le faire. Donc voilà, donc les trois conseils que je vous donnerai pour guérir, en tout cas atténuer cette fameuse blessure de l'abandon qui est vraiment un vraie difficulté dans la vie de beaucoup de personnes.
Alors juste avant de finir, je voudrais juste un petit point, c'est faire la différence entre la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Je voudrais pas faire trop long, mais je voudrais quand même préciser parce que souvent ce sont deux blessures qui se ressemblent en termes de symptômes. Et il faut bien comprendre que c'est pas tout à fait la même chose. En termes de besoins, déjà, quand on a la blessure d'abandon, on a besoin de se sentir important. On a besoin d'être valorisé. Alors que quand on a la blessure du rejet, on a besoin d'être reconnu. On a besoin de prendre sa place. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Quand on a la blessure du rejet, on veut plaire à tout prix, on veut avoir le droit d'être soi, on veut être authentique. Alors que quand on est dans la blessure de l'abandon, on a besoin d'aide pour réaliser ses objectifs. Donc c'est pas tout à fait les mêmes besoins. Donc quand on a la blessure de l'abandon, on a un comportement très différent de celui du rejet, puisque quand on a la blessure de l'abandon, on a besoin d'être sauvé. On a le syndrome inverse du sauveur, en fait. On veut être sauvé. On a besoin de trouver quelqu'un qui vous sauve, en fait. Je disais tout à l'heure, on a besoin de trouver son infirmière ou son docteur, et on souffre de pauvreté affective. Alors que quand on a la blessure du rejet, on fait ce sacrifice interne, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on n'est pas connecté à ses propres besoins. Et on a besoin de demander aux autres ses propres besoins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait le même comportement. Quand on a la blessure de l'abandon, on va avoir des relations un peu en surface. On se sent toujours redevable. On donne beaucoup, on reçoit peu. D'accord? Alors que quand on est dans la blessure du rejet, c'est très difficile de recevoir le vrai amour pour nous. On se comporte avec les autres comme, de manière, non pas superficielle, mais si on se comporte avec nous de manière très profonde, très bienveillante, très généreuse, on trouve ça pas normal. On pense que c'est un piège, donc on va faire des tests, on va tester la personne jusqu'à la rendre folle en fait. Donc on a des relations aussi superficielles, mais pas pour les mêmes raisons. On ne sait pas dire non et on ne pose pas ses limites. Donc, vous voyez, les petites différences entre rejet et abandon, c'est pas tout à fait la même chose. À la fin, je dirais que l'idée, c'est de travailler sur ces blessures. C'est vrai que les exercices que je vous propose, que ce soit pour la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon, elles se ressemblent dans le sens où se mettre en priorité, c'est commun à toutes les blessures. Maintenant, c'est quand même important de comprendre si on est plutôt dans la dépendance affective ou si on est plutôt dans le rejet. Si on a le masque. Donc c'est important de savoir quel masque on porte. Est-ce qu'on est un fuyant et auquel cas on porte le masque du rejet? Est-ce qu'on a tendance à fuir les choses quand on a peur du rejet justement? Ou est-ce qu'on porte le masque du dépendant? C'est-à-dire que au contraire du fuyant justement, c'est vraiment on a le masque inverse, c'est-à-dire au lieu de fuir, on va coller, on va être une vraie sangsue quoi. On va coller la personne qu'on aime. On va l'étouffer, voilà, on va étouffer. Donc on a vraiment les deux masques complètement inverses. D'ailleurs souvent qui vont ensemble, c'est-à-dire que souvent une relation, on va dire très intense, l'un aura le masque la blessure du rejet, et l'autre aura la blessure de l'abandon. L'un sera le fuyant et l'autre sera le pourchasseur finalement. Et ce qui fait que ça va donner ça va donner quelque chose de très explosif. Alors, la blessure de la trahison, elle provoque un masque qui va être le masque du contrôlant. On est là au niveau de... On va beaucoup parler de milieu professionnel parce que c'est là qu'on les voit le plus. C'est le chef, quoi. Le chef, mais le chef rouge, quoi. Le dictateur, le chef directif. Celui qui veut tout contrôler. Alors, il est directif et en même temps, il est très dans les détails. Vous allez voir pourquoi après. Donc, c'est la personne qui veut tout contrôler, qui veut contrôler et les situations et les gens, et qui veut se contrôler. Donc, il se contrôle soi, qui contrôle son apparence. Vraiment dans le contrôle total de toutes les choses. C'est quelqu'un de très compétitif, qui veut toujours être le meilleur, qui fait très attention à son apparence, à sa réputation, qui a une espèce d'armure ou de vernis de surface ou une couche en surface qu'on ne peut pas pénétrer. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Vu de l'extérieur, tout est beau, tout est joli, tout est propre, en ordre, comme on dit en Suisse. Et lui, sa hantise, lui ou elle, sa hantise, c'est de se trahir soi-même, de trahir les autres ou de se faire trahir ou d'être trahi par les autres, pardon. Donc cette personne va déformer la réalité. Elle va même cacher, elle va même oublier, elle va aller jusqu'à oublier ses propres erreurs.
Donc elle va se mentir à elle-même pour rester dans son rôle de contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance un peu à mentir quand même, en tout cas à améliorer la réalité, à déformer la réalité et voire à se mentir à soi-même. Hein. Elle va embellir son image. Donc c'est quelqu'un qui, alors déjà de toute façon, qui a une apparence parfaite, qui est très bien habillé, en général qui est plutôt sportif, bien, voilà, ça, il y a rien qui dépasse, tout est propre. Hein. C'est quelqu'un qui, dans les discussions, n'aime pas être en retrait, qui va toujours rebondir sur les paroles des autres pour dire ouais, mais moi aussi je fais ça. Donc, par exemple, vous êtes entre amis, vous êtes en train de discuter des dernières vacances que vous avez eues dans un magnifique. Voilà, moi j'étais au Mexique par exemple dernièrement. Je discutais avec quelques amis ou des collègues. Et forcément, il y en a toujours un qui a cette blessure qui va me dire ah ben moi aussi je suis allé au Mexique, c'est vraiment super, j'adore, et puis qui va tirer un peu la couverture vers soi pour montrer, pour reprendre le contrôle de la situation en fait. C'est souvent des personnes qui vont sonner faux. On va si on n'est pas dupe, on va vite voir que sous le vernis, c'est pas tout à fait ce qu'on présente. Il va tout faire pour obtenir la confiance des autres. Et c'est des gens qui ne supportent pas le mensonge, alors qui sont capables de se mentir à eux-mêmes ou de mentir et de se voiler la face par rapport à leur propre personne, mais par contre qui vont pas supporter le mensonge, qui vont pas supporter les arnaques, les choses cachées ou les secrets. C'est ce genre de personnes qui détestent les secrets. Ils vont là on a des chefs très dictatoriales, c'est des personnes qui vont imposer leurs solutions et leurs idées, qui vont faire semblant d'écouter, mais à la fin ils feront comme ils ont décidé, et qui vont, sous couvert d'aider son prochain, vont donner des conseils qui ne sont pas sollicités. Donc personne qui, avec ce type de blessure, va toujours donner de bons conseils, qui pense donner de bons conseils. Alors, souvent les conseils sont beaux, c'est pas le problème, c'est juste que la personne qui reçoit le conseil n'en a pas besoin ou n'en veut pas. On ne s'assure pas que la personne en face a besoin de conseils en fait. On va imposer ses propres conseils. Et puis l'ego, dans tout ça, l'ego, il nous fait croire, quand on a cette blessure, qu'on ne ment jamais, en fait, qu'on est intègre, hein, que tout est parfait. Donc l'ego nous cache un peu cette vérité, cet effet miroir qu'on pourrait avoir. En termes de management ou de leadership, ce sont des personnes qui ne savent pas déléguer, qui ne font pas confiance. Alors ils savent, ou elles savent qu'il faut déléguer, donc elles vont se forcer à le faire. Mais quand ils le font ou elles le font, c'est très difficile parce qu'elles vont contrôler par derrière, elles vont refaire par derrière. Donc les gens à qui les tâches ont été déléguées, ça va mal passer. C'est vraiment catastrophique en termes d'attitude. Donc vraiment, ils sont sur le dos des gens et ça se transforme en harcèlement. Donc ce sont souvent des personnes qui peuvent tomber dans ce travers du harcèlement moral, parce que incapables de déléguer et parce que voulant tout contrôler à outrance et à l'extrême. Donc comme j'ai dit, la peur du mensonge, le manque de confiance. Alors quels sont les 3 conseils que on pourrait donner à une personne qui souffre de cette blessure de trahison? Alors, c'est déjà d'arriver à laisser les autres tranquilles, donc aussi bien à la maison ou au travail, arrêter d'être le chef directif. Donc alors évidemment identifier qu'on a ce comportement, ce qui n'est pas facile pour eux, parce que c'est vraiment un masque difficile à admettre. Mais quand on s'est rendu compte qu'on a cette difficulté, cette blessure de trahison, ce qu'on peut faire, c'est se donner des challenges. Typiquement, allez, pendant un jour, je ne donne pas d'ordre, je ne contrôle rien, j'arrête d'être le chef, je laisse aller, let it be, je lâche prise. Le lâcher prise, c'est l'ennemi du contrôlant. Donc, se forcer à lâcher prise, déjà commencer par le faire une journée. Et voyez ce qui se passe. Vous allez voir que le monde ne va pas s'arrêter et que vous n'allez pas être plus malheureux qu'avant. Donc, et puis petit à petit, lâcher des prises de plus en plus sur certaines situations. Commencez avec des petites choses, hein. C'est pas négligeable parce que quand on a passé sa vie à être contrôlant, le lâcher prise est vraiment quelque chose de difficile. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'occuper de soi, mais sans se trahir. C'est-à-dire de laisser faire les autres, d'oublier le travail, de s'occuper de soi. Ça, c'est un des conseils que je donne à tout le monde pour toutes les blessures, s'occuper de soi, mais quand on a cette blessure de trahison, c'est s'occuper de soi en oubliant le travail, en ne contrôlant rien. C'est-à-dire qu'on va pas aller vérifier ses emails, on va pas avoir le téléphone allumé, on va partir, prendre une journée juste pour soi. Quand on part en vacances, on éteint tout.
Ça, pour ces personnes-là, c'est très difficile. Donc, se forcer à laisser faire les autres, à déléguer, on oublie le travail, on prend soin de soi, on s'occupe de soi. Et pour ça, un des conseils, c'est de lister les choses qui nous font plaisir, qu'on aimerait bien faire, et puis les faire, mais les faire dans le lâcher-prise total. C'est vraiment, on part une journée, on part un week-end, on laisse ses problèmes, on laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire, et on s'occupe que de soi. Et puis le dernier conseil que je pourrais donner, qui est aussi très difficile évidemment pour ce type de personnes, c'est d'être soi-même, d'enlever petit à petit le vernis, de montrer sa vulnérabilité. Montrer sa vulnérabilité, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser abuser par quelqu'un. On va avoir cette peur d'être trahi si on montre sa vulnérabilité. Mais c'est de stopper la compétition, d'être soi, de oser être soi, d'assumer d'être soi avec ses qualités et ses défauts, et de montrer ses défauts, de ne plus les cacher, d'assumer ses erreurs, de le dire, oui, j'ai fait une erreur, oui, je me suis trompé, parce que ce sont des personnes qui veulent toujours avoir raison. Alors, typiquement, dans les engueulades de ménage, c'est la personne qui a toujours raison, qui veut jamais rien lâcher. Ça, c'est la personne, cette personne-là, vous pouvez être sûr qu'elle a la blessure de trahison. Alors, travailler là-dessus, admettre ses erreurs, revenir sur ses erreurs, les dire publiquement, c'est pas grave, bien au contraire. Donc, montrer sa vulnérabilité. Donc voilà les 3 petits conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui pour travailler sur cette blessure de trahison. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié ces 5 épisodes concernant les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et j'espère qu'en tout cas ces épisodes vous auront apporté énormément d'informations constructives. Et que grâce à tout ça, peut-être vous pourrez un jour vivre une vie meilleure, en tout cas améliorer tranquillement ces différentes blessures qui ne se soignent pas en un jour. Donc il faut être indulgent avec soi-même.